je vais vous présenter la fin du cours Amphi 1 qu'on n'a pas eu le temps de traiter, faute de temps. Et donc je reprends là où on s'était arrêté. Voilà, donc on avait fait un bilan sur la casserole. Ce bilan sur la casserole, alors je vais peut-être reprendre aussi je vais carrément reprendre aussi l'application 2. Ça sera fait. Donc l'application 2 ici traite du soleil qui émet un rayonnement à travers l'espace pour éclairer la Terre. On sait que le flux reçu au niveau de la Terre et venant du Soleil est de 1360 watts par mètre carré au sommet de l'atmosphère. Le sommet de l'atmosphère, c'est ici. Et donc on a un flux, ici, une densité de flux, phi, qui est égale à 1360 watts par mètre carré. Alors le Soleil étant une boule, ici, on a un flux qui est radial, comme ça. Et ce flux, il va traverser des surfaces fictives de plus en plus grandes jusqu'à arriver sur la surface, sur la sphère qui englobe le Soleil et qui se trouve au niveau de la Terre. On demande de calculer le flux total émis par le Soleil, sachant que la densité de flux est isotrope. Isotrope, ça veut dire que ça va que toutes les directions sont équiprobables. Donc il y a autant de flux dans cette direction ou dans une autre direction. Et on va en déduire la température du Soleil en supposant qu'il émet selon une loi qui est en sigma T4. Sigma étant une constante, et S étant la surface du Soleil qui vaut 4pi R carré, R du Soleil, au carré. Alors, la densité de flux, elle est calculée à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que, comme elle est isotrope, il y a une densité de flux tout autour, qui est perpendiculaire donc, à la surface ici. Et il y a donc, si on veut avoir le flux total émis par le Soleil, il suffit de calculer le flux total comme étant égal au flux surfacique, la densité de flux, fois la surface de la sphère. Ici, je l'appelle surface 1. Je vais changer de page. Donc, le flux total, donc, mon Soleil, voilà. Ici, il y a une surface 1 qui englobe le Soleil. La Terre est à ce niveau-là. S1, c'est une sphère, donc c'est 4pi R carré. Sauf que le R ici, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, que j'appelle distance Terre-Soleil. 4pi R carré, donc 4pi distance au carré. On obtient donc le flux émis par le Soleil, et qui est le flux intercepté par une sphère qui se trouve à la distance Terre-Soleil. C'est la conservation du flux. Le flux qui passe à travers cette sphère, c'est le même que le flux qui passe à travers cette sphère, qui est le même, etc. Parce qu'il y a conservation du flux, il n'y a pas de puits d'énergie ou de source d'énergie entre les deux. Donc on a 1360 watts par mètre carré fois 4pi fois la distance Terre-Soleil qui vaut 150 millions de kilomètres. Donc millions, c'est 10 puissance 6, mais kilomètres, c'est 10 puissance 3 mètres. Watts par mètre carré. Et ça, c'est des mètres. Des mètres qu'on va mettre au carré. Le calcul donne 3,84 10 puissance 26 watts, ce qui est énorme. Et cette puissance, c'est aussi la puissance qui est émise par le Soleil. Si je fais un zoom sur le Soleil émet une puissance. Alors on parle de puissance, on parle de flux, puissance ou flux émis par le Soleil.
et ben c'est aussi 3,84 10 puissance 26. Alors ce qui se passe, c'est que le Soleil émettant 3,84 10 puissance 26 watts, ce flux va se diluer dans l'espace et au niveau de la Terre, on va recevoir une partie de ce flux qui correspond à la surface de la Terre qui intercepte ce rayonnement fois la densité de flux qui sera de 1300. Voilà. D'accord, si je fais un zoom sur la Terre ici, la Terre va intercepter cette partie-là, qui est une surface, je marque ST, et ce qui est reçu par la Terre, c'est ST fois phi. Phi ST, ça c'est le flux reçu par la Terre. Et le flux émis par le Soleil, c'est toute la puissance qui est interceptée par la sphère qui se trouve à la distance Terre-Soleil. Mais c'est aussi, d'après la formule, on sait que c'est S Soleil. Et ça, on le reverra quand on fera les lois du rayonnement. T puissance 4. Donc si on regroupe les deux résultats, on a S Soleil fois sigma fois TS puissance 4 égale 3,84 10 puissance 26 watts. S Soleil, c'est 4pi R Soleil au carré. Et on en déduit que la température du Soleil, donc le rayon du Soleil, c'est le diamètre du Soleil divisé par 2. Et ça vaut, alors peut-être qu'il manque un 0 dans le fascicule, c'est 1,4 10 puissance 6 divisé par 2. Ouais, il manque un 0. Ouais, t'as fait gaffe. Il manque manifestement un 0 à ce niveau-là. Et la température du Soleil, donc, s'obtient avec la puissance, on travaille en littéral, donc c'est le flux total, divisé par S Soleil fois sigma. Et le calcul donne 5761 Kelvin, qui donne une température de la surface du Soleil. Sachant que la température à l'intérieur du Soleil est beaucoup plus importante. Alors, je reviens donc à mon bilan thermique qu'on avait fait là-dessus. Donc, je reviens. Ça, c'est très important, donc je vais bien revenir dessus. L'énergie varie. Donc, l'énergie, c'est l'énergie apportée thermiquement. Vous devez avoir en tête le MC delta T. Donc, le C delta T. Donc, le C dt, si je travaille pour un petit incrément de température. La puissance reçue par la plaque, on va dire que la plaque donne intégralement. Donc, il y a une puissance électrique qui est donnée à la plaque. Cette puissance électrique est transformée en puissance thermique. Donc on a Plec égale, je vais appeler P1, quoi. La puissance donnée ici, et c'est une puissance thermique. Puissance thermique 1. Et puis vous avez cette puissance thermique 2 qui est l'énergie perdue fois le temps. Voilà. Et donc, l'énergie perdue en dt, donc c'est P1 dt, et P1 égale Plec. L'énergie reçue, l'énergie perdue en dt, c'est P2 fois dt. P2 fois dt, et là, je vous dis que la puissance, on peut la modéliser par un terme qui dépend de la différence de température, parce que plus la différence de température est grande, plus la puissance thermique, le fuite thermique va être importante. Et on fait un bilan sur variation d'énergie égale énergie gagnée moins énergie perdue en dt. Je divise par dt pour avoir un bilan de puissance et j'obtiens cette équation de bilan qui est extrêmement intéressante. En régime permanent, la dérivée temporelle s'annule. Donc ce terme-là devient nul et on obtient ceci. On obtient un truc évident, les gains sont égaux aux pertes. Donc la puissance qui est donnée ici s'échappe par ailleurs si la température de l'eau est constante. Si elle n'est pas constante, elle monte en température, auquel cas le terme ici n'est pas constant.
n'est pas nul. La généralisation, donc ici, si je repars du premier principe, où du égale delta W plus delta Q, ou delta U égale W plus Q, plus une forme intégrée. Si je divise par dt, je fais apparaître les puissances mécaniques et les puissances thermiques. Puissance mécanique, puissance thermique, on note souvent Q point, parfois Q point. Et Q point, donc c'est la puissance thermique qui peut se décliner en deux choses. La puissance thermique interne, s'il y a des sources internes, on va le voir sur l'exemple suivant, et la somme des flux qui va traverser la surface de contrôle. Ce de flux peut être entrant ou sortant. Alors ça, je passe, vous verrez en thermo, vous verrez en thermo S2 que quand on fait des bilans sur les pompes, système ouvert, on utilise cette équation-là, on retrouve la puissance mécanique, la puissance thermique, et on trouve ce terme ici pour la variation d'énergie, pour les systèmes ouverts. Alors, le système ouvert, c'est quoi? C'est un système qui va être continuellement alimenté par un fluide. Alors, nous, si on s'intéresse à un système fermé, donc on a ce qu'on a obtenu. Si la puissance méca est nulle on va dire que le volume ne varie pas, et ou alors il n'y a pas de pièce en mouvement. Alors ça, c'est plus vrai quand même pour les systèmes ouverts. Mais nous, on va avoir des corps qui vont échanger la puissance thermique, donc vous inquiétez pas, sur la puissance méca, on ne va pas en trouver dans la partie transfert thermique, sauf le cas extrêmement particulier qui ne vient pas en tête. du sur dt égale puissance thermique interne plus somme des flux, donc la puissance thermique, je la décline selon les deux choses. Et somme des flux, en fait, la somme des flux, c'est, on va marquer, somme des flux, thermique qui traverse la surface de contrôle qui définit mon système. Surface du système. Donc voilà, régime permanent, ce que l'on a. Alors attention aussi, les flux sont des grandeurs qui peuvent être algébriques en fonction de leur orientation. En thermo, c'est vrai qu'on vous a appris que le signe était positif si le flux était entrant. Flux entrant. Quel cas on a des choses ici négatives et des choses positives. Alors c'est vrai qu'en thermique, attention, c'est vrai que on fera attention au vocabulaire. On comptera souvent des flux sortants comme positifs. Mais on dira que ce flux est donné par je sais pas, le fer à repasser vers la planche à repasser. Le mieux, c'est de faire des exemples, encore une fois. Si on s'intéresse à quelque chose que vous avez déjà utilisé, ici une résistance thermique, qui est alimentée, si on a un courant I, qui peut être soumis à une différence de potentiel, U. Alors je ne vais pas trop appeler U, parce que on confond avec l'énergie interne, donc je vais dire que ce point-là, c'est A et c'est B. Et que ici, on va dire c'est UAB pour pas qu'il y ait différence. Voilà. De toute façon, c'est une résistance R. Donc là, je vais dire qu'il y a une puissance RI carré qui est les puissances par effet Joule, qui est forcément diffusée à l'extérieur lorsque la résistance a atteint sa température d'équilibre. Alors, si je chauffe de l'eau avec cette résistance, vous savez que l'eau va augmenter fortement au début, puis après moins, et va tendre vers les températures d'équilibre. Voilà, au cours du temps. Si je m'intéresse à la puissance thermique interne, ici, ça va être la puissance RI carré.
une puissance qui va être totalement dissipée en chaleur, puisqu'elle ne va pas travailler mécaniquement. La somme des flux qui passent à travers la surface de contrôle de mon système, surface de contrôle que j'essaie d'entourer péniblement ici. Encore une fois, ici, je vais dire que c'est K, T de la surface, moins T extérieur. Ça, c'est la température de la surface. Mais je pourrais dire que la température de la surface, c'est aussi la température T de l'eau. Auquel cas, je peux dire que c'est la température T de mon système. Je vais mettre un signe moins ici pour rester en convention thermodynamique. Et bien, comme c'est un flux qui est sortant, voilà, je mets un signe moins, parce que je sais que la température de l'eau est supérieure à la température extérieure. Et c'est un flux sortant, donc je le prends négatif ici, parce que je vais utiliser l'équation, ici, l'équation généralisée qui vient de la thermodynamique. Donc j'écris puissance thermique interne, plus la somme des flux, qui vaut moins K, T moins T extérieur. Si régime permanent, j'écris RP pour régime permanent, on va avoir du sur dt égale 0, ce qui implique que RI carré moins K T moins Tx égale 0, ce qui implique que les gains égale les pertes. Donc on aurait pu aussi directement dire, voilà, ici on a un gain interne qui va compenser les pertes vers l'extérieur, et donc écrire que gain égale perte, parce que je suis en régime permanent. Donc c'est quand même du bon sens. Tiens, si on n'est pas en régime permanent, si je m'intéresse au début ici, ça peut être intéressant de s'intéresser au début. Si régime transitoire, dans ce cas-là, j'ai du sur dt égale tout ça. Alors je vais m'intéresser au début, et si pas de perte, ou peu de perte. Pourquoi peu de perte? Parce que quand je vais commencer à chauffer, mon eau elle est à 20 degrés initialement. Et l'extérieur il est aussi à 20 degrés, on va dire. Ce qui fait que le terme T 20 moins 20, ça fait 0. Ce qui fait que ici, initialement, en fait, très proche de l'état initial, en tout cas, on peut écrire que du sur dt égale RI carré. Alors, du sur dt, c'est la variation de l'énergie. Et la variation de l'énergie, j'ai dit que c'était ici la capacité thermique, CDT. Donc, sur dt égale RI carré. Ce qui revient à écrire, si je sépare les variables temporelles et de température, RI carré sur C fois dt, qui peut s'intégrer en T égale T initial plus RI carré C fois T moins temps initial. Et temps initial, ça peut être 0 si vous déclenchez votre chronomètre à 0. Et là, c'est intéressant, parce que ça, c'est une équation de droite. Et ça veut dire qu'au début, en fait, vous avez une droite. Vous avez une droite au début avec une pente qui vaut RI carré, qui est la puissance de chauffage, sur C. Et là, c'est très très logique, puisque RI carré, c'est la puissance de chauffage. Donc, plus votre puissance est grande, plus la température va augmenter fortement, rapidement. Mais si votre capacité thermique est grande, eh ben, votre température augmentera lentement. Donc, compétition entre le terme de puissance électrique et le terme d'inertie thermique. Donc là, c'est du bonus, c'est un petit peu du bonus pour ceux qui n'ont pas compris ça. Allez, je vais essayer de finir avant de ne plus avoir de voix. Un deuxième exemple, c'est une paroi en régime permanent. Si je prends les parois d'une maison, les murs d'une maison, dans le mur, vous pouvez avoir un système de chauffage. Mais là, je considère qu'il n'y a pas de puissance thermique interne, donc dans le mur, il n'y a pas de puissance créée. Et donc, le flux qui rentre d'un côté, que je peux appeler Φ1, et ici Φ2, eh ben, ils vont être sur des flux, c'est Φ1, Φ1 qui est entrant, donc je le compte positivement, Φ2 qui est sortant, donc je le compte
je compte négativement, ici, pour faire les choses correctement d'un point de vue thermodynamique. Par contre, tout ce qui est flux ici, ouais, je les définis. Les flux thermiques, ils vont du chaud vers le froid et sont définis comme positifs. Si jamais on ne sait pas dans quel sens est le flux, qu'on ne connaît pas les températures, on peut avoir un flux algébrique. Mais là, on essaie d'avoir des flux positifs. Et je rajoute le signe moins pour dire qu'il est sortant. Donc là, vous voyez bien qu'en régime permanent, comme du égale 0 si je suis en régime permanent, tout ça, ça veut simplement dire que le flux qui rentre d'un côté égale au flux qui sort de l'autre côté. Et si je le dis fortement, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que ce qui rentre d'un côté, c'est plus fort que ce qui sort de l'autre côté. Parce que imaginez, vous êtes à 20 degrés ici, vous êtes à 0 degrés ici, les températures sont différentes, vous allez dire, bon, bah, le flux qui rentre, il y a le matériau qui résiste au passage du flux, donc il sera moins fort en sortie. Non. Ce que ça veut dire, ou alors ça veut dire que le mur est encore froid et qu'il va monter en température. Mais s'il n'y a pas de stockage d'énergie à l'intérieur, ce qui rentre égale ce qui sort, en un régime permanent. Donc vous pouvez noter, le flux traverse le mur. L'énergie interne du mur ne varie pas au cours du temps. Température du mur, on va marquer température du mur est constante, parce qu'on est en régime permanent, mais non homogène. Alors vous reverrez quand vous ferez la conduction, et quand vous ferez la thermique des locaux, que la température dans le mur, on peut tracer le profil de température. Si on est à 20 degrés ici, 0 degré à l'extérieur, on peut tracer un profil de température. Et la température dans le mur va baisser au fur et à mesure qu'on traverse, ça c'est l'épaisseur de mon mur, l'épaisseur du mur, qu'on traverse le mur. Un dernier exemple avant de passer au format de transfert. Si je prends... alors c'est pas... Donc vous voyez ici... Donc ici vous marquez barre plus cartouche chauffante. Ici on a une cartouche chauffante. Ici on a une circulation d'eau. D'eau froide. Température TE à l'entrée, température TS à la sortie. La barre peut être calorifugée ou pas. Et on va voir ce qu'on a. Donc notre système ici, on le définit. Mon système, c'est la barre plus la cartouche. Donc ici, la limite du système est définie par les pointillés qui sont là. Et cette puissance interne, à l'intérieur, j'ai une puissance qui est R carré, qui va s'échapper de la cartouche et qui va fatalement aller ici. Donc, il faut sûr que c'est isolé là pour pas qu'il perde de ce côté-là. Les flux thermiques, eh ben, il y a les flux ici, perte latérale, que je vais considérer être du type K, T surface moins T extérieur. Alors, je considère que le matériau est assez conducteur pour qu'il soit à peu près homogène partout. Donc la somme des flux, c'est moins K, T moins T extérieur, parce que c'est sortant, ici. Et puis ici, j'ai un flux aussi, hop, une puissance échangée par l'eau froide. Donc je mets moins P qui va être donnée à l'eau. Et cette puissance qui est donnée à l'eau, on a vu que c'était QM CP delta T. Donc là ici, l'eau passe au voisinage de quelque chose de chaud, donc TS est supérieur à TE. Là, je la définis positive, cette puissance.
Et ici, elle va être donc, avec le signe moins, elle va être négative, parce que c'est une puissance qui est perdue par la barre, mais gagnée par l'eau. Si je suis en régime permanent, je vais avoir du sur dt égale 0, mais je ne suis pas en régime permanent. Donc j'ai du sur dt égale la somme des puissances internes, r carré, moins k, t moins tx, moins po, je regroupe mes différentes choses. Si régime permanent, alors, du sur dt égale 0. Et puis, je vais faire aussi une hypothèse que si perte latérale négligeable, par exemple, si on a un bon conducteur, les pertes latérales seront négligeables. C'est-à-dire K tend vers 0. Donc si je mets ces deux choses à la fois, ce terme-là sera nul, ce terme-là sera faible, tendra vers 0. Et donc j'aurai R carré moins PO égale 0. Donc R carré égale P de l'eau égale QM CP TS moins TE. Là ça veut dire que la puissance électrique fournie d'un côté va être intégralement donnée à l'eau de l'autre côté. Et c'est un bon moyen en TP de savoir ce qui a traversé. C'est de mesurer avec un wattmètre, on peut mesurer la puissance ici avec un wattmètre, et mesurer la puissance ici avec des thermomètres. Mais il faut aussi un débitmètre, et voir effectivement s'il n'y a rien eu de perdu. Si on calorifuge, il n'y aura rien de perdu sur les côtés, ou très peu. Et au niveau de la puissance de la cartouche, peut-être qu'il y a de la puissance qui sera perdue de ce côté-là. Voilà, je m'arrête là sur les bilans. J'espère vous avoir montré que c'est des bilans qui peuvent être faits donc, à la mode thermodynamique, mais aussi à la mode bon sens physique, enfin sens logique. Et là, ici, je vais revenir sur la conduction. Donc une barre chaude ici est chaude, donc on a de la conduction. On a de la convection avec l'air et on a du rayonnement ici. Et les trois termes, les trois transferts thermiques, vous allez noter. Ben, je vais vous dicter, vous allez noter comme ça. Vous allez faire pause. Le transfert, donc la conduction, c'est un transfert thermique à travers la matière. Allez, je le marque. Transfert thermique à travers la matière. Mais sans déplacement de matière. C'est-à-dire que les éléments vont vibrer, mais pas s'éloigner de leur point, de leur barycentre, de leur position d'équilibre. La convection, là par contre, c'est un transport de matière. C'est un transport de matière avant un transport d'énergie. Et comme la matière se déplace, eh ben, elle emporte avec elle son agitation thermique. Voilà, imaginez un élève bruyant. Il bouge, il bouge, il bouge. Si vous le déplacez, bon, il va toujours bouger, mais bouger ailleurs. Donc déplacement de la matière. Ce qui induit qu'on a affaire à des fluides, gaz ou liquide, c'est le déplacement de la matière qui induit le transfert thermique. La matière transporte son agitation thermique. Par exemple, l'air au voisinage d'une paroi qui va se déplacer. Si l'air est immobile et piégé, à ce moment-là, c'est la conduction qui va l'emporter. Mais si vous avez ici un radiateur,
Ici, l'air qui va être chauffé ici va s'élever. À cause de sa différence de densité, il va être renouvelé par un nouvel air. Alors, par contre, dans les isolants sont des matériaux fibreux qui vont piéger de l'air, et l'air qui est piégé là ne peut pas bouger. Auquel cas, c'est la conduction à travers l'air qui l'emporte, et cette conduction à travers l'air, elle est faible parce que l'air est un bon isolant. Enfin, le rayonnement, c'est un transfert thermique qui se fait grâce aux ondes électromagnétiques. Alors, pas tout le spectre électromagnétique, une partie du spectre, on verra ça plus tard. Ces ondes électromagnétiques donc, qui sont émises et absorbées par la matière. C'est vrai qu'une différence du rayonnement par rapport aux autres, c'est qu'un corps, quel qu'il soit, il va rayonner. Et s'il y a un autre corps, mettons que ce corps soit là à 100 degrés, il rayonne plus que le corps qui est à 20 degrés ici, mais le corps qui est à 20 degrés rayonne aussi. Ce qui fait que le corps à 100 degrés va émettre, mais aussi absorber des rayonnements, qui sont ici des autres corps, même s'il y a une différence de température. Et on peut définir après un flux global qui fait la différence entre 1 et 2. Phi 1, 2, phi échangé entre 1 et 2. Notez que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de support matériel. Et c'est pour ça que le soleil nous permet d'exister, puisqu'il chauffe à travers l'espace. Et je dirais même que ça se propage encore mieux dans le vide qu'ailleurs. Dans le vide, dans l'air, etc. Mais si vous avez des milieux absorbants, ça va moins transmettre. On arrive à la rubrique à retenir. Voilà. Donc, la première chose à retenir, c'est là. Alors, le mieux, c'est que vous fassiez pause et que vous marquiez vous-même les choses et que vous vérifiez avec le résultat. Variation d'énergie d'un corps ou liquide lorsque sa température varie. Delta U égale CDT, MC, T final, moins T initial. Alors, j'ai pas mis de choses sur le C, CV ou CP, en toute rigueur. Delta U égale CV, delta T. Et quand on va travailler sur des solides et des liquides, le CV est égal au CP. Normalement, en fait, on a delta H qui est égal à CP dt et delta U CV dt. Pour un changement d'état, la variation d'enthalpie, c'est delta H égale M fois L. La chaleur échangée par le corps, c'est Q égale ML. Ça va que j'ai passé rapidement tout à l'heure sur l'enthalpie de changement d'état. L, donc c'est la chaleur latente. On peut aussi la noter delta H. Vous pourrez voir aussi dans la partie co-rédigée, j'ai un petit peu détaillé cet aspect-là. La puissance échangée par un liquide dont la température varie entre l'entrée et la sortie, très important de le savoir. P échangé égale QMCP, T entrée moins T sortie. Alors j'ai mis des valeurs absolues parce que selon les conventions qu'on utilise, il faut se débrouiller. Relation entre flux et densité de flux, à savoir la première, la deuxième est plus générale. Et bilan d'énergie pour un système fermé, sans pièces en mouvement. Donc on a du sur dt qu'on peut remplacer par cdt sur dt, qui est l'aspect transitoire, et la somme des puissance thermique interne, et les sommes des flux qui passent à travers la surface de contrôle. On obtient en régime permanent cette équation-là. On n'a pas de W ici pour nous, parce qu'il n'y a pas de variation de volume, pas de pièce en mouvement, et delta U, je considère que c'est CDT. Voilà, à bientôt pour le prochain cours TD.